Je ne pensais jamais, jamais devoir raconter une histoire pareille. Mais il faut que quelqu'un m'écoute, que quelqu'un sache ce que j'ai vécu. J'ai 82 ans. Mon mari est mort il y a presque 10 ans. Depuis ce jour-là, ma vie a basculé dans une solitude que je n'aurais jamais imaginée. On dit toujours que la famille est un refuge. Moi, j'y ai cru toute ma vie. J'ai travaillé, j'ai sacrifié mes rêves pour élever mes enfants, pour leur donner tout ce que je n'avais pas eu. Et pourtant, quand mon mari est parti, j'ai découvert que le refuge pouvait devenir une prison. Mon fils m'a proposé de venir vivre près de lui, dans sa ville. Il disait que je ne devais pas rester seule, que j'avais besoin de soutien. Au début, j'y ai cru. J'ai pensé, quelle chance, il se soucie de moi. Alors j'ai vendu la vieille maison, celle où chaque mur respirait mes souvenirs avec mon mari. J'ai mis tout ce que j'avais dans un petit appartement, à 2 rues de chez mon fils. Je me disais, au moins, je ne serais pas loin d'eux, mais très vite, j'ai compris que ma présence n'était pas un cadeau pour eux, non. C'était un fardeau. Chez eux, je n'étais jamais vraiment la bienvenue. Ma belle-fille m'accueillait avec des sourires polis, mais ses yeux disaient autre chose. Le dimanche, quand j'allais dîner, on me laissait souvent dans un coin du salon, sans m'inclure dans les conversations. Je n'étais plus qu'une ombre. Mon fils, lui, essayait parfois de parler, mais il se taisait vite, comme s'il avait peur de déranger sa femme. Alors je souriais, je faisais semblant d'être heureuse. Mais le soir, en rentrant dans mon appartement silencieux, je sentais mon cœur se serrer. Je croquais. Ils ne m'ont jamais pardonné d'exister encore. Je n'avais plus de rôle à jouer. J'étais devenue une vieille femme encombrante. Les mois ont passé, et chaque visite devenait plus lourde, les repas plus courts, les regards plus froids. Mais je me disais toujours, c'est ma famille, je dois accepter. Puis, un jour, j'ai reçu une lettre étrange, glissée sous ma porte. Pas de nom, pas d'adresse, seulement quelques mots écrits à la hâte. Faites attention. On parle de vous. On veut votre argent. J'ai cru que c'était une mauvaise blague, mais mon cœur a battu si fort. Je savais que ce n'était pas rien. Depuis, chaque geste de mon fils, chaque mot de ma belle-fille, je les ai vus différemment. J'ai commencé à remarquer leur chuchotement quand j'entrais dans la pièce, leur silence soudain. Quand je demandais quelque chose, on me répondait avec agacement, comme si j'étais une charge trop lourde à porter. Pourtant, je payais souvent pour leurs vacances, pour les études de mes petits-enfants. Je donnais sans compter. Mais pour eux, ce n'était jamais assez. Et moi, bêtement, je pensais que mon amour suffirait à les garder près de moi. Mais l'amour, quand il est à sens unique, il devient une chaîne. Les jours suivants, j'ai reçu d'autres lettres, toujours anonymes, toujours menaçantes. Elles disaient « Méfiez-vous, vous êtes en danger ». Le pire, c'est que je ne savais plus à qui faire confiance. Je n'osais en parler à personne, même pas à mon fils. Et chaque nuit, je me demandais « Qui peut bien me vouloir du mal? Une vieille dame comme moi? Qu'ai-je encore de précieux, à part ma maison, mon argent, mes souvenirs ?» Et puis j'ai compris. Ce qu'on voulait de moi, ce n'était pas mon amour. C'était ce que j'avais accumulé toute ma vie. Mon mari et moi, nous avions économisé, travaillé dur. Ce petit patrimoine, c'était pour nos enfants, pour les aider. Mais maintenant, j'avais peur qu'ils veuillent l'avoir plus tôt que prévu. Je ne dors plus. Chaque bruit dans le couloir me fait sursauter. Chaque appel téléphonique inconnu me glace le sang. Je sens que quelque chose se prépare, quelque chose que je ne contrôle plus. J'aimerais pouvoir croire que je me trompe, que tout ça n'est qu'un malentendu. Mais au fond de moi, je sais que ce n'est pas le cas. Vous comprenez? Quand on a donné sa vie entière pour ce qu'on aime, et qu'on découvre qu'il pourrait la vouloir votre perte, ça vous brise. Mais je ne suis pas morte encore. Et je refuse d'être effacée comme si je n'avais jamais existé. Voilà où commence mon histoire. Une vieille femme qui refuse de disparaître. Cette nuit-là, je n'ai presque pas fermé l'œil. J'écoutais les craquements des murs, les pas lointains dans l'escalier, et chaque son me paraissait un avertissement. Vers minuit, j'ai entendu un coup sec contre ma porte. 3 coups rapides. Mon cœur a failli s'arrêter. J'ai attendu, immobile, retenant mon souffle. Personne n'a insisté. Mais je savais que quelqu'un était venu. Le lendemain matin, mes mains tremblaient encore quand j'ai fait chauffer mon café. La peur s'était installée en moi comme une ombre permanente. Je ne pouvais plus vivre ainsi, enfermée dans la terreur. Alors j'ai pris une décision. J'allais chercher de l'aide. Il n'y avait qu'une personne à qui je pouvais me confier sans crainte. Marc, un ancien collègue de la bibliothèque, aujourd'hui notaire. Je l'ai appelé. Sa voix, posée et chaleureuse, m'a rassurée. Il a accepté de me recevoir le jour même. Dans son bureau, entouré de vieux livres et de dossiers épais, je me suis sentie un peu protégée. Je lui ai montré les lettres. Ses sourcils se sont froncés, ses lèvres se sont pincées. Puis il m'a dit calmement « Hélène, je dois vous dire quelque chose. Votre fils est venu me voir. » J'ai senti mes jambes se dérober. Mon fils, ici.
chez Marc. Il voulait savoir si mon testament pouvait être modifié, si une partie pouvait être retirée à ma fille pour revenir uniquement à lui. J'ai cru que la pièce tournait autour de moi. Mon Julien, mon petit garçon, comment pouvait-il imaginer cela? Marc a ajouté que sa femme, Claire, posait la plupart des questions. Elle semblait très insistante. J'ai compris alors. Ce n'était pas seulement lui, c'était surtout elle. Et il la suivait. Un froid glacial m'a envahi. Les lettres, les regards, les silences. Tout prenait un sens effrayant. Je n'étais pas paranoïaque. Non. Quelqu'un cherchait réellement à me pousser vers la sortie. Marc m'a conseillé de mettre mes papiers en sécurité, de ne rien signer, jamais, sans son accord. Je l'ai écouté. Je suis rentré chez moi, et j'ai sorti la vieille boîte métallique où je gardais mes documents. J'ai vérifié chaque feuille. L'acte de propriété, mon testament, mes comptes. Tout était là. Rien n'avait été touché. Mais je ne pouvais plus ignorer la vérité. S'il voulait m'évincer, il chercherait un moyen. Alors j'ai écrit une lettre à ma fille, Sophie. Je lui ai confié mes craintes. Je lui ai dit de ne jamais croire à un accident. J'ai glissé la lettre dans une enveloppe, et le lendemain, je l'ai envoyée par la poste, en recommandé. En sortant du bureau de poste, j'ai remarqué un homme derrière moi. Il marchait lentement, toujours à la même distance. J'ai accéléré le pas. Lui aussi. Mon souffle s'est coupé. Mon sac battait contre ma hanche. Je n'ai osé me retourner qu'au moment où j'entrais dans mon immeuble. Il avait disparu, comme une ombre avalée par la rue. Cette nuit-là encore, j'ai entendu des bruits. Des pas, je crois, devant ma porte. Au matin, la clé que j'avais laissée bien droite dans la serrure était légèrement tournée, comme si quelqu'un avait essayé d'entrer. Un frisson m'a traversé de la tête aux pieds. On m'épiait. On attendait le moment. J'ai pris un carnet et j'ai noté l'heure, la date, les détails. Je voulais laisser une trace, quoi qu'il arrive. Puis un nouveau message est arrivé. Anonyme, comme toujours. Ne buvez rien chez eux. Même pas de l'eau. Je suis restée assise longtemps, le papier tremblant entre mes doigts. C'était donc ça. Il voulait que je m'empoisonne, sans m'en rendre compte. Les dîners, les verres servis par Claire, l'assiette oubliée à ma place. Tout prenait une couleur sinistre. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes, mais pas seulement de peur, de rage aussi. J'ai tant donné à cette famille. Et voilà ce que je recevais en retour. La suspicion, la menace, la trahison. Mais je n'allais pas les laisser décider de ma fin. Non. Je me suis regardée dans le miroir. J'ai vu une vieille femme fatiguée, les traits marqués par l'angoisse. Mais derrière cette image, il y avait encore une force, une volonté de se battre. Alors j'ai pris une autre décision. Je n'allais plus subir, j'allais observer, rassembler, comprendre. Et quand le moment viendrait, je les affronterais, avec des preuves, avec la vérité. Je ne voulais plus être une victime. Je voulais redevenir une mère. Une femme, une vivante. Cette fois-ci, je savais que le danger approchait. Tout mon corps me le criait. Un dimanche, j'ai reçu un appel de mon fils. Sa voix sonnait faussement chaleureuse. Il m'a invité à dîner. J'ai hésité. Chaque fibre de mon être me disait de refuser. Mais si je refusais, il comprendrait que je me méfiais. Alors j'ai accepté, et j'ai décidé de me préparer. Avant de partir, j'ai glissé une petite caméra dans mon sac, un vieux cadeau de mon mari, que j'avais retrouvé. Elle enregistrait le son et l'image. J'ai aussi mis mon carnet, celui où j'avais noté chaque détail depuis le début. En arrivant chez eux, j'ai senti une atmosphère étrange, trop calme, trop polie. Claire m'a accueilli avec un sourire large, presque forcé. Julien m'a embrassé rapidement, comme s'il voulait que tout paraisse normal. La table était déjà dressée. 3 verres de vin attendaient. Quand Claire a voulu remplir mon verre, j'ai posé ma main dessus, et j'ai dit doucement : « Pas de vin pour moi ce soir. » Ses yeux se sont durcis une fraction de seconde, puis elle a ri. « Comme tu veux, maman. » Je l'ai vu verser discrètement mon verre dans la cuisine, mais je n'ai pas entendu l'évier couler. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. Pendant le repas, les sujets étaient légers, presque artificiels. Mais leurs regards se croisaient sans cesse, comme s'ils se donnaient des signaux. À un moment, Claire a posé sa main sur mon assiette. « Tu ne manges pas assez, Hélène. Goûte au moins ce ragoût, tu l'adoreras. » J'ai pris une bouchée, une seule. Puis, j'ai reposé ma fourchette. Je savais que je ne pouvais pas continuer. J'ai faim une toux. J'ai dit que je n'avais pas d'appétit. Julien a soupiré, agacé. Claire a serré les lèvres. Je me sentais comme une proie au milieu de 2 prédateurs. Mais j'avais mon arme,
Ma caméra enregistrait tout. Après le repas, Julien m'a proposé de me raccompagner chez moi, ce qu'il ne faisait jamais d'habitude. Sur le trajet, il parlait peu. Ses mains serraient bas le volant si fort que ses jointures blanchissaient. Arrivé devant mon immeuble, il m'a regardé longuement avant de dire « Tu sais, maman, tu pourrais nous faciliter les choses. » Mon sang s'est glacé. « De quelle chose tu parles ?» ai-je demandé, la voix tremblante. Il n'a rien répondu. Il a juste détourné les yeux. Je suis monté chez moi, le souffle court, le cœur en feu. J'ai récupéré la caméra, j'ai écouté l'enregistrement. Les silences, les regards, les phrases coupées. Tout sonnait comme une preuve. Mais ce n'était pas encore suffisant. Je devais aller plus loin. Le lendemain, j'ai appelé ma fille Sophie. Je lui ai demandé de venir, sans prévenir personne. Quand elle est entrée dans mon appartement, j'ai vu ses yeux s'emplir de larmes. « Maman, tu as maigri. Que se passe-t-il » Je lui ai tout raconté. Les lettres, les bruits, les soupçons, le dîner, les regards. Elle a blêmi, puis elle a pris ma main. « Tu ne resteras plus seule. Je vais t'aider. » Je lui ai montré le carnet, la caméra, les enregistrements. Elle a dit « Nous irons voir la police. Mais il nous faut un dernier élément, quelque chose d'indiscutable. » Cette phrase a résonné en moi comme un défi. Quelques jours plus tard, Claire m'a rappelé. « Hélène, viens donc prendre le thé demain. » Sa voix sonnait douce, trop douce. C'était l'occasion. Sophie a insisté pour m'accompagner. Mais je savais que, si Claire voyait ma fille, elle changerait ses plans. Alors je lui ai dit de m'attendre en bas de l'immeuble, discrètement. Le lendemain, j'ai monté les escaliers de chez eux, le cœur battant. Claire m'a accueilli seule. Julien n'était pas là. La théière fumait déjà sur la table. 2 tasses prêtes. Je me suis assise. Elle a servi le thé avec lenteur, ses gestes mesurés. Puis, elle a poussé une tasse vers moi. « Bois, Hélène, ça te fera du bien. » Je l'ai regardée droit dans les yeux. J'ai porté la tasse à mes lèvres, mais je n'ai pas bu. J'ai posé la tasse doucement, et j'ai dit « Toi et moi, Claire, nous savons très bien ce qu'il y a là-dedans. » Elle a sursauté. Ses mains ont tremblé. À ce moment précis, Sophie est entrée dans l'appartement, suivie de 2 policiers qu'elle avait prévenus. Claire a blêmi. Elle a balbutié des excuses, mais son visage la trahissait. Les policiers ont saisi la tasse, l'ont mise dans un sachet. L'un d'eux a dit « Ce sera analysé. » Julien est arrivé quelques minutes plus tard. Quand il a vu la scène, son visage s'est effondré. Il a crié que ce n'était pas vrai, que personne ne voulait me faire du mal, mais ses yeux ne soutenaient pas les miens. Je n'ai rien répondu. Je suis restée assise, droite, silencieuse. Le lendemain, Sophie m'a emmenée chez elle. Elle m'a promis que je ne serais plus jamais seule. Quelques jours après, les analyses ont confirmé que le thé contenait une substance dangereuse. Claire a été arrêtée. Julien a dû répondre aux questions de la police. Je n'ai pas assisté à l'interrogatoire. Je n'en avais pas la force. Mais j'ai su que, pour la première fois, la vérité était dite. Je n'étais plus une vieille dame paranoïaque. J'étais une victime, une survivante. La presse locale a parlé de l'affaire. Certains voisins m'ont regardé différemment, comme s'ils me découvraient enfin. Mais moi, je n'éprouvais ni victoire, ni soulagement. Seulement un grand vide. J'avais perdu mon fils. Même s'il n'avait pas tout orchestré, il avait laissé faire. Et ça, c'était pire que tout. Je me suis regardée dans le miroir. Mes cheveux blancs, mes rides, mes yeux fatigués, mais aussi ma force. Car j'étais encore là. Je n'avais pas disparu. On avait essayé de m'effacer. Mais j'avais résisté. Aujourd'hui, je raconte mon histoire pour qu'on m'entende. Pour que plus jamais une vieille femme ne soit considérée comme inutile, encombrante, effaçable. J'ai donné ma vie entière pour ceux que j'aimais. Et au final, j'ai compris que l'amour ne suffit pas, qu'il faut aussi se protéger. Alors je parle, pour moi, pour toutes les autres. Parce qu'on ne doit jamais laisser le silence tuer plus sûrement que le poison. Et si quelqu'un écoute ces mots, qu'il se souvienne. Une vieille femme n'est jamais sans force. Il suffit qu'elle ose dire non. Et moi, aujourd'hui, je dis non. Je refuse d'être effacée. Je suis encore là. Et je veux qu'on s'en souvienne. Si mon histoire vous a touché, si vous pensez qu'aucune voix ne devrait jamais être réduite au silence, alors restez avec moi. Abonnez-vous à cette chaîne pour que d'autres témoignages puissent encore être entendus. Et dites-moi dans les commentaires, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous eu la force de dire